Bien, en ce jour très ensoleillé, eh bien, nous sommes à Léontoin et nous sommes en présence de deux personnes très riches d'une aventure qu'elles vont essayer de nous conter. Alors, je vous les présente, Madame Cormeret-Claudine. Et puis Louisette Thuer. Alors, Louisette Thuer est une habitante de Romagna qui habite au Pérouse. Exactement. Et c'est donc quelqu'un qui nous sert de fil conducteur pour ce voyage et pour cette visite à Léontoin. Madame la Présidente, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez été amenée à prendre cette affaire en main avant de nous décrire ce que vous faites? Alors moi je suis bretonne, j'ai retrouvé des paysages très proches du Huelgoat, de l'Armorique, des vieux massifs granitiques, quand je suis venue passer quelques jours de vacances quand j'avais 20 ans, en 63. Et je suis tombée amoureuse de l'Auvergne et j'ai rêvé d'acheter une petite maison. Et grâce à un facteur qui se baladait par là, j'ai pu acheter cette petite maison. Et depuis toujours, quand je me balade dans tous ces massifs magnifiques du Cézallier, je rêve de réhabiliter les terrasses paysannes et de les faire revivre. C'est quand même un rêve au départ. Ah oui. Vous les avez jamais connues fonctionnant, ces terrasses? Vous savez l'histoire de la vigne, parce que tout ça est lié à l'histoire de la vigne, Oui. c'est que l'Auvergne a été le dernier territoire touché par le phylloxéra. Oui. Que ça a fait la richesse de l'Auvergne, puisque ça a créé les bougnats qui montaient à Paris avec le vin et le charbon. Et ça, c'est ma chère Louisette, qui vient du bassin minier de Brassac-les-Mines, Frugères-les-Mines, qui pourra vous en parler. Et donc cette richesse, elle a été anéantie finalement quand même par le phylloxéra. La guerre de 14, qui a été absolument terrible sur l'histoire de l'Europe. Ensuite, l'exode rural, les paysans qui sont partis travailler à la ville. Et puis le coup de grâce qui a été la politique commune agricole de l'Europe, où on a tout remembré et où les terrasses n'étaient pas mécanisables. Et donc c'est toute une histoire paysanne qui a disparu sous la forêt. Alors dans la région clermontoise, le phylloxéra a frappé, bien entendu, tardivement, mais il a frappé. Mais le vignoble a été reconstitué. Est-ce qu'il a été reconstitué ici, le vignoble? Alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord il y avait une industrie liée à Issoire, à l'automobile. Donc souvent les paysans d'ici étaient en activité agricole. Des paysans ouvriers. Voilà, oui, exactement. À la mine. Et donc l'économie a fait que on a remembré et que tout ce qui était mécanisable a permis. Sur les Hauts-Toins, vous voyez, c'est 2000 hectares, c'est 14 villages avec un relief extrêmement varié, puisqu'on est sur le bassin versant du Cézallier avec cette très belle vallée de la Lannion. Mais tout ce qui est cultivé, de toute façon on le voit, c'est très visible dans le paysage. Ce ne sont que les plateaux et tout ce qui était en pente, en colline, et ça a été à l'abandon. Avant de rentrer dans le détail des terrasses, le château, lui, il fait partie de cette série de châteaux qui commande la vallée de la Lannion. Oui. Comme celui de Blel, par exemple. Oui. Martin de Framont, notre cher ami des archives départementales de Haute-Loire, est venu nous faire des belles conférences sur l'héraldique et la couleur dans l'église romane qui est classée monument historique. Oui. Et on a découvert effectivement l'histoire de la forteresse. Et en fait, c'est au moment de la Révolution française que ce château a été vendu comme bien national, que les paysans s'en sont emparés comme carrière de pierre, et le démantèlement, même si déjà dans les archives de Sauxilange, on sait qu'au XVIe siècle, il n'y avait plus que 2 plantins et que la toiture était en très mauvais état. L'histoire en fait des successions a fait qu'il n'y a plus que 2 propriétaires. C'est donc un château privé avec donc une indivision. Et donc, dire 2 mots des terrasses. Quand vous les avez connues, donc elles étaient abandonnées. Absolument. Et je suppose que ça s'est détérioré au fil des années parce que les pierres qui les soutenaient... Alors, j'aime pas ce mot détérioré, excusez-moi. Oui. Elles se sont assouplies, je dirais, comme la Belle au bois dormant. Elles ont repris, ce que c'est que la nature, donc la friche, puis la forêt, donc des chênes rupestres, et bien sûr l'érosion, avec les intempéries. Mais c'est des belles vieilles dames, comme nous deux, Louisette.
Et là, vous avez monté une ou plusieurs associations. Alors en fait, les Amis de l'Autoin, je fais partie des fondatrices. C'était en fait le petit patrimoine vernaculaire qui est très fort ici, avec les fours, les pigeonniers, les fontaines, etc. Dans chaque village, il y a un four, banal. Et donc en 78, on a créé les Amis de l'Autoin pour sauver le four qui était pratiquement en ruine, il n'y avait plus que la benne. Pendant 20 ans, on a fait la fête au four. Et puis, vous faisiez du pain ce jour-là? Ah oui, alors on faisait le pain, on faisait des bonnes recettes dans les biches. Et puis, mais ça c'était vraiment très restreint, c'était les quelques habitants du bourg. Et puis en fait, nous avec mon mari on vivait à Paris, on était dans le domaine de l'audiovisuel. Et au moment de la retraite, on a voulu venir s'installer pour vivre notre retraite active à Léotoin. Mon mari plus tourné vers tout ce qui était artistique et culturel. Et moi, c'était mon projet de vie, c'était remettre en culture les terrasses. Donc on a créé un projet, on a écrit ce projet qui s'appelle Léotoin Site Ressources en Vallée d'Alagnon. Oui. Et à partir de là, il y a eu des groupes de travail avec les chambres consulaires, avec du partenariat. Il y a eu une très belle étude paysagère avec les architectes paysagistes Arnaud Morière et Éric Ossard. Oui. Et à partir de là, il y a eu une création paysagère de terrasses en écaille pour créer du paysage contemporain, mais avec la transmission du savoir-faire de la pierre sèche, avec notre ami Christian Meillet qui est murailler. Et on a accueilli pendant 16 ans des chantiers de jeunes en partenariat avec l'Union Rempart. Pierre Rabhi qui s'est mise en place pour reprendre le projet qui est en fait la création d'un écolieu selon les oasis en tout lieu de Pierre Rabhi. Et donc on est sur à la fois un lieu d'hébergement tout près d'ici, à construire avec des financements européens et pour accueillir du public qui viendra pour des stages, des ateliers, des classes de découverte, aussi des partenariats universitaires. Avant d'aller plus loin, la liaison avec Louisette, comment ça s'est fait? Vas-y, ma chère sœur jumelle. Comme je vous l'ai dit, je suis tombée amoureuse de Léotoin quand j'étais enfant, puisque Frugères-les-Mines, Léotoin, nous le faisions avec notre instituteur, avec un plaisir indéniable, parce que quand on arrivait ici à Léotoin, on déposait nos sacs à la petite école que vous voyez, et tout le monde filait au château. Donc cette ruine nous a toujours attirés. Et en 1999, je suis venue à des conférences qui se faisaient dans le cadre des journées méditerranéennes et occitanes, qui étaient organisées par Massiac. Et j'ai repris un petit peu le chemin de la pierre sèche, puisque mon père étant artisan maçon, lui-même était attiré énormément par la pierre en particulier, par l'art. J'avais eu déjà l'expérience dans d'autres associations, toujours dans le même but, que ce soit l'association d'échevalement Les Gravaillards, que ce soit la Méridienne pour la promotion des territoires traversés par la 75, par l'ASCA qui était un petit peu plutôt basée sur le vignoble, les caves, etc. Et là, j'ai beaucoup trouvé ce que je recherchais dans une continuité, parce que ce projet de vallée dans l'Alagnon correspondait, étant donné que c'était un projet transversal qui touchait à la fois donc l'agriculture, la culture, le paysage, et le patrimoine surtout. Donc c'était de faire de toute cette richesse pour essayer de faire de l'économie sur ce secteur de Limagne Sud, on va dire. Hein. Ouais. Voilà. Et alors, les terrasses sont, comme on va le voir, sont construites maintenant, reconstruites. Elles ne sont pas encore mises en culture. Non. Vous savez, on a encore 10, 20 ans de... Vous aurez peut-être un agriculteur qui va s'en occuper bientôt. Alors, déjà, on a lancé des annonces dans différents... appels à projets. Voilà, donc entre autres, un petit article dans le Paysan d'Auvergne. Et puis, il y a un maraîcher qui venait du sud-ouest, qui était en formation au CFPPA de Bonnefond, de Clermont, en maraîchage. Et Xavier nous a contactés suite à cette annonce. Et Xavier, il se trouve que la dernière agricultrice paysanne
Suzanne venait de décéder et ce jeune couple a pu acheter sa petite maison. Ils ont pu accéder à 1 hectare de terre et Xavier est installé depuis pratiquement 3 ans en maraîchage bio. Ça marche très bien, on est très heureux. Ils ont une petite fille, donc voilà, c'est la vie qui revient. Il pourrait reprendre des paillards. Non. Si vous voulez, on s'aperçoit au fur et à mesure de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente, c'est qu'un porteur de projet, surtout en agriculture, il est complètement happé par son projet. Donc nous, on est quand même dans du collectif. On part sur de la remise en culture à partir de plantes aromatiques, parce que d'abord, le milieu révèle qu'il y a énormément de plantes aromatiques de façon sauvage et naturelle. On repartirait quand même aussi sur de la vigne, mais avec un millésime, on part sur des produits haut de gamme, à valeur ajoutée. Oui, mais qui va le faire? Donc là, on démarre avec des recherches de subventions, du crowdfunding, de la participation de chantiers de bénévoles, peut-être aussi des services civiques, enfin voilà, des choses comme ça, de l'entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui vont nous apporter des services. On travaille aussi avec des CAT qui vont pouvoir faire de l'entretien, qui vont pouvoir faire un peu de défrichement. Donc on est sur des croisements de moyens en fonction des possibilités, et puis on cherche des financements pour pouvoir assumer la remise en place de production. L'idéal pour nous, ça serait de trouver un porteur ou 2 porteurs de projet qui auraient leur propre initiative, mais qui pourraient dégager, parce que c'est pas du plein temps quand même. Qui pourraient dégager une partie de leur temps pour une forme d'exploitation. Oui, parce que à ce moment-là, la vie collective disparaît. Bien sûr. Ça sera pas facile à faire fonctionner. Oui, mais on est sur l'expérimentation. Je pense qu'il faut inventer des nouveaux systèmes économiques. Formidable.